Que tu sois psy ou non, cet épisode peut te parler parce qu'on va parler de trauma, de psychotrauma, d'un point de vue perso, mais aussi d'un point de vue pro. Le psychotrauma est entre guillemets à la mode et c'est parfois pour le mieux, mais parfois pour le pire. Donc dit comme ça, on pourrait presque croire qu'on est marié avec lui. Alors qu'en réalité, c'est pas censé être un terme parapluie où on y mettrait tout ce qu'on ne sait pas où mettre ailleurs, en gros. Mais parfois, on peut aussi trouver l'opposé, c'est-à-dire des étiquettes diagnostiques autres que le trauma, trop rapides, trop rapidement posées, et qui occultent le fait qu'un tableau traumatique puisse causer certains symptômes, donc il viendrait plus parler d'un trauma que d'un autre diagnostic. Et dans ces cas-là, les conséquences peuvent être assez grave. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Je suis Agathe Pingusson et je suis aussi psychologue, psychothérapeute, superviseuse, formatrice et créatrice de contenu autour de la psychologie, de la psychothérapie et de la santé mentale en général. Depuis 2015, mon métier de psychologue m'a amené à accompagner de multiples problématiques et situations de vie. Et depuis 2020, j'accompagne aussi les professionnels dans l'exercice de leur métier. Ici, je vous partage mes réflexions autant entrepreneuriales, cliniques que quotidiennes autour de l'introspection, de l'évolution personnelle et professionnelle, de la complexité de l'expérience humaine, individuelle ou relationnelle. Mon intention est d'ouvrir des portes d'élaboration, de créer de la curiosité, de permettre des remises en question de nos idées reçues, de nos injonctions, de nos limitations ou encore de nos loyautés pour créer de l'espace à la nouveauté et à l'innovation, si petite soit-elle, dans nos vies de tous les jours. Si cela vous plaît, je vous invite à commenter les épisodes qui résonnent pour vous, à partager le podcast aux personnes qui en auraient besoin et à laisser une belle note pour soutenir le podcast des Dessous du Psy. Belle écoute. Déjà, j'ai envie de dire que si tu ne dois retenir qu'une chose de cet épisode de podcast, retiens que le trauma n'est ni une fin en soi, ni une chose qu'on est obligé ou qu'on serait obligé d'expérimenter à chaque moment difficile et ou douloureux de sa vie. Alors dans certains cas, il y aura besoin de poser ce terme dans une optique de guérison et de réparation, parce que dans certains cas de figure, le statut de victime peut déjà avoir une valeur réparatrice en soi, le statut de victime étant très différent de la position victimaire, donc là on vise pas du tout le même but thérapeutique. Et bien évidemment, la reconnaissance du statut de victime, notamment par cette étiquette du trauma, ne suffit pas ou ne suffira pas pour vraiment digérer le trauma, mais on va dire que ça fait partie d'une première étape, puisque si on n'a pas conscience de ce qui a besoin d'être réparé, d'être travaillé, eh bien ça va être difficile d'aller travailler ce qui a besoin d'être travaillé. Mais dans la plupart des cas, il y aura pas besoin en fait de poser cette étiquette-là de trauma pour attendre comme résultat que le psychisme puisse trouver une voie de réparation, de régulation ou de rééquilibrage en période houleuse. Donc, du coup, quand est-ce que c'est intéressant de poser l'étiquette du trauma ? Donc là, j'ai envie de te partager plusieurs cas qui me semblent vraiment pertinents pour avoir cette démarche de « je pose l'étiquette de trauma », mais cette liste n'est pas exhaustive, c'est juste quelques pistes de réflexion aujourd'hui. Donc par exemple, une première situation où l'étiquette du trauma va être intéressante, c'est tout ce qui va concerner les situations traumatiques passées, très passées. Les situations traumatiques du coup peu conscientisées, alors c'est du et ou à chaque fois, donc passé et ou peu conscientisé, et ou touchant une période de l'enfance, donc parfois difficile à récupérer même en termes de souvenirs, mais ça peut avoir des implications assez lourdes sur notre vie adulte, et ou touchant les modalités d'attachement. Là on va souvent avoir besoin de poser cette étiquette de trauma au sens large, c'est-à-dire souvent au sens du trauma complexe,
puisqu'on va considérer que ce qui a causé le trauma c'est probablement répété. Bien évidemment tout ça faudra aller vérifier si on a notre posture pro et qu'on accompagne des patients, ou essayer de faire sa propre introspection si on n'est pas accompagné par un professionnel tout de suite et qu'on a quand même envie d'essayer de clarifier un peu tout ça en nous. Et ce qui peut être perturbant dans cette étiquette de trauma, c'est que quand c'est du trauma dont les événements se sont répétés, c'est souvent, alors ça peut ne pas être le cas, mais c'est souvent des événements qui portaient pas directement atteinte à l'intégrité physique de la personne. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de danger de mort physique, mais en fait le trauma ne s'arrête vraiment pas à cette définition, et c'est parfois la définition qu'on continue à en avoir un petit peu de manière spontanée. C'est que si on vit un trauma, c'est que vraiment on a été au bord du précipice, ou alors on a été témoin d'un acte si violent qui mettait en danger de mort quelqu'un. Et en fait, ce n'est pas le cas, c'est pas le cas de la définition du trauma, c'est pas ça qui crée du trauma. En tout cas, c'est pas uniquement ça qui peut créer du trauma. À ce sujet, pour les pros qui passent par là et qui ont envie d'avoir une distinction très nette entre événements traumatogènes, vécus traumatiques, et du coup après symptômes post-traumatiques et puis troubles post-traumatiques, c'est tout le sujet de la chronique créate destinée aux professionnels du moment. Elle est encore disponible pendant une semaine. Elle sera plus disponible à partir du lundi 15 juin, puisque le lundi 15 juin, il y a une nouvelle chronique créate destinée aux pros qui arrive, et donc elle sera remplacée par cette chronique-là. Mais si tu ne l'as pas déjà reçue, ce qui veut dire que tu n'es pas encore inscrit dans la liste des chroniques créate, eh bien je t'invite à t'y inscrire pour recevoir cette chronique-là, puisqu'elle va vraiment parler de comment on différencie un événement traumatogène d'un vécu traumatique et d'un éventuel trouble, que ce soit des symptômes post-traumatiques ou carrément un trouble du stress post-traumatique. Normalement, tu trouves les liens pour t'y inscrire dans la description de cet épisode, et puis sinon, tu peux toujours aller voir sur le site psycréate.com pour trouver les accès à cette inscription, dans la rubrique Chronique Créate. Je referme cette longue parenthèse pour parler d'une autre situation qui me semble propice, on va dire, ou en tout cas qui pourrait vraiment bénéficier de cette étiquette de trauma. Ça va être toutes les situations où le niveau de violence vécu est tel que le psychisme, même bien équipé, donc même avec beaucoup de ressources, a ou aura du mal à se réparer de lui-même, à retrouver un équilibre. Donc en fait ça peut être assez large, puisque ça va dépendre beaucoup de la situation en question, mais ça peut être une relation amoureuse qui va être assez toxique, mais là on parle vraiment de vraie toxicité, parce que ce mot est aussi très utilisé et parfois mal compris. C'est quoi une relation amoureuse toxique? J'en ferai peut-être un épisode de podcast un jour, donc si jamais ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Mais c'est tout un sujet aussi, ça, on entend beaucoup de choses, et souvent des choses qui pathologisent des situations qui sont pas forcément pathologisables et qui ne bénéficient pas à être pathologisées, mais c'est une autre histoire. Donc ça peut être une relation amoureuse toxique, très toxique, ça peut être aussi des parcours médicaux qui vont être semés de violences verbales, parfois physiques, alors sans nécessairement qu'il y ait de violences sexuelles, il peut y en avoir, mais c'est pas nécessaire en fait, j'ai envie de dire, pour déboucher sur un vécu traumatique. Ça peut être aussi des situations répétées de discrimination avec impact émotionnel et niveau de violence élevé aussi. Et en fait, même là, même toutes les situations que j'ai citées qui peuvent déboucher sur une étiquette de trauma, tout va dépendre des ressources et du fonctionnement général de chaque individu, puisque deux personnes peuvent vivre la même chaîne d'événements sans que les deux soient toutes les deux traumatisées. Et ce qui va différencier ces deux personnes et le pourquoi il y en a une qui pourrait se traumatiser et l'autre non, qui va réussir à digérer les événements ou la chaîne d'événements sans que ça se constitue en traumatique, en contenu traumatique, eh bien ça dépend de tout un tas de facteurs, dont l'histoire de vie de chaque personne, les ressources psychologiques déjà disponibles, la qualité de l'étayage, qu'il soit familial, social, professionnel, le degré de conscience aussi de ce qu'on vit, on peut l'appeler l'introspection, autrement aussi appelée capacité de mentalisation, la capacité de mentalisation qu'on travaille d'ailleurs dans la formation créate, donc pour les pros qui veulent s'y former, vous pouvez retrouver si vous voulez le lien de la formation créate.
Et finalement, ce que j'ai aussi envie de dire dans ce podcast, c'est que je trouve ça assez dangereux de dire que tel événement, si il arrive, est de fait traumatique. Parce que finalement, ça va créer des cases là où la clinique, c'est-à-dire la vie, est indomptable. Elle ne résiste pas aux cases. En psychologie, pour ceux qui sont pas forcément pros et qui connaissent pas forcément ça, il y a des classifications de pathologies. Donc on va retrouver le DSM, la CIM. Ce sont des genres de dictionnaires, des diagnostics des troubles psychologiques et psychiatriques. Ces classifications-là, elles sont censées servir de repères, de grille de lecture, d'aide au diagnostic. Mais à mon sens, elles ne devraient jamais valoir comme vérité au risque de devenir enfermement, y compris enfermement des potentiels de réparation et de transformation des individus. Et c'est un petit peu l'effet Doctissimo. Alors Doctissimo n'existe plus aujourd'hui, mais c'est un peu l'effet Google aussi, hein, quand on cherche des informations sur une maladie, sur un truc, un pet qu'on a quelque part, et ben on va tomber sur plein de diagnostics, plein d'hypothèses diagnostiques différentes, avec des listes de symptômes, et là il y a l'effet Barnum qui peut arriver, que tout étudiant en psychologie connaît, puisque quand on fait nos études de psychologie, bah on étudie en fait la plupart ou les grandes classifications de psychopathologie. Et quand on les étudie, et ben forcément qu'on se dit « Ah mais merde, en fait, moi je suis ça, mais attends, mais moi je suis ça aussi, donc ça veut dire que je suis borderline, psychotique, et en même temps obsessionnelle, paranoïaque. » Alors qu'en fait non, pas du tout, parce que ça fonctionne pas comme ça. C'est pas... Déjà il y a des critères très précis, c'est pas parce que on a un symptôme, ou 3 symptômes, ou même 5 symptômes d'une liste de symptômes qu'on va forcément rentrer dans la catégorie diagnostique concernée. Et même quand il y a beaucoup de symptômes, et même quand ça coche toutes les cases, en fait, il n'y a pas nécessairement besoin de poser le diagnostic. C'est pour ça que c'est important de laisser l'évaluation diagnostique. Il y a des professionnels de santé qui sont formés à ça. Et je tiens à préciser d'ailleurs, ici tant qu'on en parle, que les psychologues et les psychothérapeutes peuvent avoir un avis diagnostique, mais ne posent pas de diagnostic. Normalement, c'est pas notre boulot. Même quand on fait passer des tests, des évaluations, des bilans cognitifs, des bilans de personnalité, etc. Tout ça, ça va être des éléments dont on va avoir besoin pour éventuellement poser un diagnostic. Mais les diagnostics ne sont pas censés être posés par des psychologues ou des psychothérapeutes, encore moins d'autres thérapeutes. Et parfois, c'est une limite qui peut être un peu glissante, donc faut faire attention aussi en tant que professionnel à peser vraiment nos mots, à choisir les mots qu'on utilise, comment ça va être entendu, parfois même quand on met des précautions verbales pour essayer d'atténuer, pour essayer de mesurer, de moduler un peu ce qu'on dit, le patient, c'est un peu l'effet d'annonce, le patient risque de choper le mot diagnostic, même dans une phrase qui dit peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être une hypothèse. Il va choper le mot diagnostic potentiellement et il va rester focus là-dessus, et ça peut avoir des implications qui sont positives parfois mais qui sont aussi négatives parfois. Puisque j'ai déjà vu et entendu trop de personnes, patients ou non patients, hein, se cacher derrière des étiquettes diagnostiques et du coup adopter un discours, on va dire plutôt figeant, du type bah c'est mon trouble, c'est comme ça que je fonctionne, donc c'est aux autres de s'adapter. Ou bien je suis comme ça parce que tel bouquin ou telle classification me dit que je suis comme ça, rien ne pourra changer mon fonctionnement, je suis cassée, mon cerveau ne fonctionne pas et rien ne peut le réparer. Bon, ça peut se formuler autrement bien sûr, mais c'est un peu les deux vibes. Et c'est fort dommage, j'ai envie de dire, autant pour la personne qui se dit ça, que pour son entourage, mais aussi ses relations, la qualité des relations qu'il va pouvoir avoir avec le monde, avec les personnes qui l'entourent. Parce que ce genre de discours, enfin je pense que j'ai pas besoin de faire un énorme dessin pour que ce soit clair, ça fige tout. Rien ne peut évoluer avec ce genre de discours, et vraiment ça renferme tout potentiel de transformation. Alors que la psychologie et du coup a fortiori les troubles mentaux sont bien des observations à un moment T. Les diagnostics, ils vont recenser en général une liste de symptômes avec certains facteurs en plus, mais en gros c'est une liste de symptômes chez un patient au moment de l'évaluation de ce diagnostic, mais le diagnostic ne prédit en aucun cas
les capacités de fonctionner au quotidien dans le futur si la personne fait un travail sur soi ou un traitement médicamenteux selon les diagnostics et les pathologies. Alors, bien évidemment, certains diagnostics sont plus contraignants que d'autres, notamment en cas de psychose, puisque la psychose ne disparaît pas juste comme ça, même avec un traitement médicamenteux. Mais ça veut pas dire que avec un traitement médicamenteux, en fait, on gagne pas en confort de vie. Et d'ailleurs, mon propos n'est pas de dire que le diagnostic pourrait ou devrait disparaître pour un peu qu'on y accorde du temps et de la thérapie, hein. C'est pas du tout mon propos, mais c'est plutôt de dire que le diagnostic ne devrait pas figer, encore une fois je reviens à ce terme, dans sa valeur ou dans une valeur prédictive de qualité de vie de la personne, parce que il me semble que il devient en fait à ce moment-là le diagnostic plus néfaste que libérateur. Encore une fois, un diagnostic ne prédit pas le niveau de qualité de vie qu'une personne peut atteindre avec un accompagnement adapté à ses besoins. Que ce soit traitement médicamenteux, ou que ce soit uniquement une psychothérapie, ou les deux, ou enfin après ça dépend beaucoup de la situation. D'un point de vue pro, je reviens un petit peu à ce point de vue pro, il est vrai que beaucoup de situations de nos patients qu'on va recevoir, qu'on va accompagner, peuvent être comprises et approchées sous le prisme ou avec le prisme du trauma, qui soit petit, simple, gros, complexe, enfin peu importe comment on les appelle, anciens, récents, touchant à les modalités d'attachement, ou restant en surface, entre guillemets, modelant ainsi les pensées, les cognitions de la personne, etc. Peu importe. Quoi qu'il en soit, la même prudence est de mise, il me semble. Nous n'avons pas besoin, en tant que pro, de poser l'étiquette trauma à tout bout de champ, sur et avec le patient, qui n'en aurait pas nécessairement besoin pour se réparer. Des fois ça peut l'effrayer, des fois ça peut le rigidifier dans un vécu victimaire, et non un statut de victime, hein, encore une fois c'est très différent. Ça peut parfois aussi le désinvestir du travail thérapeutique s'il ne se reconnaît pas dans le terme trauma, notamment s'il a une vision du trauma très, on va dire, dramatique, avec ce cliché un peu qui existe hein, parfois, mais c'est vraiment pas 99% des cas de trauma où le trauma c'est on est face à la mort ou on est témoin de quelqu'un qui est agressé physiquement. Bon, et c'est dommage en fait d'entraver le processus thérapeutique alors que le processus thérapeutique aurait pu faire son chemin sans l'étiquette de trauma, si on parle de cette étiquette-là. Donc, en résumé, même si je ne connais personne actuellement, à l'heure actuelle, dénué de trauma, c'est vrai, on a tous des petits traumas ou des gros traumas ou des petits et des gros traumas, mais ça ne veut pas dire que nous sommes tous des grands traumatisés, voués à une vie misérable et sans perspective de changement ou d'évolution dans notre quotidien, loin de là, vraiment loin de là. Et en fait, ce qui va, j'allais dire générer, ce qui va nous permettre de repérer s'il y a vraiment un traumatisme au-delà d'un événement traumatogène ou d'une chaîne d'événements traumatogènes, donc tout ça on en parle dans la chronique professionnelle créate, qui est encore disponible pendant une semaine, mais ce qui va différencier ces deux points-là, ça va vraiment être l'impact sur la vie quotidienne, à quel point les événements en question ou l'événement en question traumatogène a encore une influence aujourd'hui dans le fonctionnement, dans différents domaines de vie de la personne concernée. Ça va être aussi à quel point ça a modelé des croyances, donc potentiellement là on va s'intéresser aux croyances limitantes, parce qu'il y en a toujours quand il y a des traumas, puis du coup on a tous un peu des traumas, donc forcément on a toujours un peu des croyances limitantes, mais on va aussi évaluer le degré de, on va dire, pas de handicap, mais à quel point les croyances limitantes vont parfois devenir handicapantes, ou vont restreindre l'élan vital, l'élan relationnel, enfin peu importe, mais le bon fonctionnement de l'humain. Et c'est ça qu'on va avoir besoin d'aller voir, qu'on soit pro ou qu'on ait envie de faire un peu notre état des lieux perso, c'est à quel point je suis désalignée, à quel point je fonctionne un peu en mode dégradé par rapport à ce que je pourrais faire, que je l'ai déjà vécu ou non. Il y a des gens qui finalement vivent avec leur trauma parfois assez important depuis genre toujours, et du coup qui n'ont jamais vraiment expérimenté un fonctionnement qui n'est pas dégradé. Mais ça veut pas dire qu'ils ne peuvent pas y accéder. Encore une fois, là je parle d'une pathologie qui n'est pas forcément psychiatrique. Quand on rentre dans des logiques psychotiques, c'est quand même un petit peu différent, mais ça veut pas dire qu'il y a rien à faire non plus. Mais bon, c'est un autre sujet, donc je l'aborde pas forcément aujourd'hui. Donc,
Si tu es professionnel pratiquant la psychothérapie et que tu as envie de continuer à te former ou de te former tout court sur les problématiques d'accompagnement du psychotrauma sans risquer de retraumatiser ton patient et en cherchant une vraie digestion traumatique et pas simplement une habituation de la charge émotionnelle associée, ce qu'on peut retrouver parfois dans des techniques un peu ICV, etc. Alors que je l'ai faite en tant que patient, la technique ICV, et je l'utilise encore parfois dans mes accompagnements avec mes patients, mais à manier avec tact. Pareil pour le MDR, des fois il peut y avoir aussi ce travers de on va en fait habituer le psychisme à tolérer davantage la charge émotionnelle du trauma, mais en réalité il n'est pas vraiment intégré, il n'est pas vraiment digéré. Donc si tu veux éviter un peu tous ces travers, et que tu veux faire en sorte de gérer tes accompagnements, de pas être en panique en mode ok, on a ça devant nous, qu'est-ce que je fais pour aider mon patient ? Eh bien je t'invite fortement à aller découvrir la formation Trauma et Dissociation. Tu retrouveras le lien dans la description de l'épisode ou sinon sur le site psycréate.com, tout est dedans. Et puis si tu n'es pas professionnel, si tu es un particulier, que tu sois déjà patient en thérapie ou pas, et que tu te questionnes sur tes difficultés, si tu te demandes à quoi elles sont dues, en quoi tel moment de ton histoire continue à avoir un impact sur ta vie actuelle, ou est-ce qu'il continue à avoir un impact sur ta vie actuelle, et bien sûr, si tu veux remédier à tout ça ou trouver plus d'équilibre, eh bien je te conseille d'aller du côté du programme émotionnel qui, lui, t'accompagnera vraiment sur un 360 degrés dans tout ton fonctionnement. Émotionnel, relationnel, et puis l'élan vital. Enfin, c'est vraiment le socle de tout notre être. Donc, je t'invite à aller voir de ce côté-là si tu en as envie. Et puis moi, je te dis à la prochaine sur le podcast ou sur les réseaux.